faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Bigger, bolder, faster. Bonjour à tous et puis bienvenue. On va partager et échanger autour de cette thématique du médicament. Donc on l'a intitulé « Mieux vivre avec ces médicaments, la prévention au cœur des traitements », mais c'est tout ce qui concerne de façon scientifique l'iatrogénie médicamenteuse. Avant que de commencer, je vais me présenter. Donc c'est affiché, Odette Linda Camdem, je suis infirmière de profession et j'ai une spécialisation en éducation et santé publique. Je prépare une thèse en santé publique, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le partage autour de cette thématique de prévention qui, je pense, est important. On va voir ensemble et évoquer ensemble quelques généralités, voir un peu tout ce qui existe en termes de facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être sujet à des interactions médicamenteuses? Et puis surtout, parler des outils et des stratégies qu'on peut avoir pour réduire ces facteurs de risque-là. Je vais y arriver. Voilà. Donc, la première diapo, vous voyez, elle m'arrache toujours un sourire parce que je l'adore, celle-ci. Un médicament n'est pas un bonbon. Un médicament n'est pas un bonbon parce que normalement, le médicament est là pour nous aider, pour nous faire du bien et pas pour nous nuire. J'ai comme ça envie de demander, par exemple, dans la salle, qui est-ce qui, parmi nous, n'a jamais eu, ne s'est jamais autorisé à prendre un médicament sans prescription médicamenteuse? Est-ce que il y a des modèles? Voilà, j'ai l'impression que nous tous ici, on a déjà eu tendance à l'automédication. On est peut-être semblable à ce cas clinique que je vous présente, le cas de Madame S. Madame S, elle avait 72 ans, elle prenait déjà 7 médicaments par jour. Et puis un jour, une simple automédication a déclenché chez elle une insuffisance rénale. Elle s'est autorisée à prendre un anti-inflammatoire qui a interagi avec tout ce qu'elle avait déjà par ailleurs. Et puis ça conduit à une insuffisance rénale, quoi. Est-ce qu'on aurait pu éviter cela? C'est en fait la question qu'on se pose. Donc là, c'est le plan, voilà quelques généralités. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle iatrogénie médicamenteuse? Ce qu'il faut faire, qui sont les acteurs, qui a un rôle finalement dans cette thématique de prévention et quels sont les outils dont on dispose pour essayer de réduire tous les facteurs de risque liés aux effets indésirables médicamenteux. L'iatrogénie médicamenteuse, selon que l'Organisation mondiale de la santé définit, c'est toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées chez l'homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic ou de traitement. C'est très sachant. Pour faire simple, l'iatrogénie médicamenteuse, c'est l'ensemble des effets indésirables que provoque la prise d'un ou de plusieurs médicaments. Et ces effets indésirables surviennent souvent de façon immédiate ou retardée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses raisons qui induisent de faire des interactions médicamenteuses. On va l'aborder ensemble. Il faut savoir également que les personnes au-delà de 65 ans sont le plus à risque. On le verra pourquoi. En 2022, le réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance ont quand même relevé environ 200 000 hospitalisations liées aux effets indésirables médicamenteux, ce qui est très, très important. Voilà, on connaît quelles sont les dépenses de santé actuellement, le budget, est-ce que ça passe pas pour un peu au 1er janvier, là, nos cartes vitales n'auraient plus fonctionné, mais on est à l'abri, là. Pour le moment. La bonne nouvelle, c'est que les effets indésirables des médicamenteux sont de 50 à 70% évitables. Ils sont évitables parce que on peut tous agir sur l'usage inapproprié.
le respect. En fait, c'est juste le principe du bon usage, quoi, par rapport aux médicaments, le respect de l'horaire, de la posologie presque, et de toutes les modalités qu'il y a autour de ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et quels sont les facteurs de risque, comme je disais, qui nous prédisposent à faire un effet indésirable lié aux médicaments? L'âge et l'état de santé. Les extrémités de la vie sont très, très exposées. Un enfant chez qui on fait un surdosage, ça ne peut être que fatal. Une personne âgée au-delà de 65 ans, ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, on devient polypathologique. Qui dit polypathologie dit plusieurs médicaments souvent, donc c'est la polymédication. Et donc le risque d'interaction médicamenteuse est encore plus présent. Il faut savoir qu'on parle de polymédication souvent à partir de 3 molécules. Sur Amélie, on dit 5 molécules. Avec 5 molécules, on n'est plus à risque. Mais déjà, à partir de 3, le risque est présent de faire un effet indésirable. L'automédication, on en a parlé. C'est le fait de se servir sans prévenir, sans alerter sur le fait qu'on a d'autres médicaments qu'on prend. Et j'ai l'habitude de dire attention à nos pharmacies familiales dans lesquelles on va se servir parce qu'on avait ça en réserve, parce que ça avait marché la précédente fois. Donc il faut toujours ne pas hésiter à prendre conseil et à prendre conseil auprès du professionnel adapté. Les médecins traitants, ils sont très, 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 très pris, mais le pharmacien peut nous conseiller. Et toujours concernant les pharmacies familiales, ce qui marche pour mon mari ne marchera pas forcément pour moi. Ce qui marche pour ma sœur ne marchera pas forcément pour moi. D'où la nécessité de se renseigner et de se renseigner à la personne adaptée. Je parle également, alors la liste elle est elle n'est pas exhaustive, hein, on peut en rajouter. Mais j'ai fait sortir un peu les éléments les plus importants et les plus saillants quand il y a des effets indésirables liés aux médicaments. La mauvaise coordination du parcours de soins. Ça, c'est ce qui arrive quand il y a quand il y a une transition d'un état sanitaire à un autre. Un patient qui vivait à domicile et puis qui va être hospitalisé, vice-versa. Un patient qui était dans une clinique, puis qui passe dans un service de rééducation. Bon, en général, d'une institution sanitaire à une autre institution sanitaire, le risque est amoindri. Mais dans ce qui est de la transition domicile-hôpital, hôpital-domicile, il y a souvent des loupés. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas communication autour de la prescription qui peut avoir changé à l'hôpital ou pas. Et ça ne nous met pas à l'abri de faire des effets indésirables liés aux médicaments. Si pendant que je discute, que j'échange avec vous, mon propos vous interroge, vous n'hésitez pas à poser des questions. Je suis ouverte à m'interrompre pour répondre. J'ai, parmi les facteurs de risque, fait ressortir également tout événement intercurrent. Alors, dans tout événement intercurrent, c'est tout ce qui arrive et qui est inhabituel. Les déplacements, je ne sais pas, lors d'un deuil, on fait un déplacement et puis on ne sait plus si on a pris sa dernière... si on a avalé sa dernière prise de médicaments, est-ce qu'on a pris, est-ce qu'on n'a pas pris? Et finalement, quand le doute persiste, on a souvent envie de reprendre. Donc, risque de doublon et donc risque de surdosage. Je parle également des événements intercurrents comme la fièvre. La fièvre déstabilise et peut favoriser la survenue d'un effet indésirable. La déshydratation. En été, certains médecins viennent souvent à réajuster les posologies de médicaments à cause des fortes chaleurs et des organismes qui vont moins supporter, quoi. Jusque-là, est-ce que ça vous... On va passer à la slide suivante. Donc ça, si vous voulez, c'est le résumé de ce que j'ai dit oralement, hein. Polypathologie et polymédication, mais ça va ensemble. Donc il y a véritablement besoin de renforcer et de discuter avec les patients. Mais on va parler de tout ça dans un petit moment. On va vous proposer les outils qui permettent en fait de réduire
et de devenir acteur finalement de sa santé. C'est pas parce qu'on a une infirmière qui passe à domicile qu'on se laisse aller. C'est pas parce que comment je vais dire ça, enfin, il faut être regardant et agir soi-même. Le médecin prescrit, la pharmacie délivre, mais c'est nous finalement qui faisons l'action de prendre et d'avaler ou de ne pas avaler. C'est nous qui faisons l'action de décaler un horaire ou de ne pas décaler. Donc l'idée, c'est véritablement d'être acteur principal de cette prise en charge-là et de ce suivi par rapport aux médicaments. Alors, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que 50 à 70% de ces effets indésirables sont évitables. Et donc, c'est évitable parce que il y a des solutions. Ça passe par la prévention, la coordination. J'ai présenté ça sous forme de pyramide, mais il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Ça pouvait être un cercle, ça pouvait être un carré. Alors, prévenir et coordonner. Prévenir, c'est faire l'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient, c'est un gros mot pour dire donner les outils au patient pour le rendre autonome finalement. Le rendre autonome, c'est donner les outils au patient, mais parfois à son entourage, quand il existe, parce que malheureusement, beaucoup de situations montrent que les patients se retrouvent aujourd'hui en isolement. Donc, leur donner les outils, ça passe par est-ce que vous savez pourquoi vous prenez ce traitement, quel rôle a-t-il? Et donc, du coup, il est facile de dire je prends un diurétique, normalement, je devrais mieux drainer. Là, j'ai mes œdèmes qui persistent. Ce sont des éléments très simples d'alerte et de surveillance. Donc, c'est savoir pourquoi je prends un tel médicament, quel rôle ça a dans mon organisme. Il faut éviter le langage « Ah, mon médicament rouge, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, ma pilule bleue », parce que ça ne marche pas comme ça. D'un laboratoire à l'autre, le rouge peut devenir blanc, le blanc peut... C'est vraiment être lié au nom du médicament et pourquoi on le prend. Savoir qu'on n'est pas seul. Quand on a des inquiétudes, il y a toujours un professionnel pour nous guider et nous accompagner en cela. La coordination des parcours de soins, finalement, c'est cette collaboration-là que je disais entre les équipes. Moi, je sais que dans mon exercice, quand j'ai un patient qui va à l'hôpital pour une durée de séjour importante, je n'hésite pas à appeler pour prendre des nouvelles, à laisser mon numéro de téléphone pour dire s'il y a un besoin, vous n'hésitez pas à nous communiquer. Ça fait que quand la personne revient à son domicile, si les ordonnances n'ont pas suivi, il est facile de remonter et de savoir un peu est-ce qu'il y a eu une modification de thérapeutique. Et aujourd'hui aussi, je conseille souvent les patients à noter dans leur portefeuille qui c'est leur infirmier, s'ils en ont, et s'ils n'en ont pas, on leur en trouvera un. Mais dans l'idée, c'est qu'il y ait toujours cette continuité, ce maintien dans le suivi du patient, quoi. La surveillance clinique et biologique, c'est ce que je disais, à partir du moment où on sait pourquoi on prend un médicament, on peut encore mieux se surveiller cliniquement. Je prends quel est le médicament là je prends un laxatif pour la constipation. Si je reste ballonné, je vais en parler. Je ne garde pas ça pour moi parce qu'il y a toujours les niveaux de surveillance sont différents. Le médecin, tiens, ça fait un tel moment, j'ai pas eu de prise de sang. Rappeler, mais dans l'idée, c'est d'être soi-même acteur de cette prise de cette prise en charge. Voilà, prévention et coordination, repérer les situations à risque. Pour pouvoir repérer les situations à risque, il faut déjà avoir le bon usage du médicament. Alors, repérer les situations à risque, c'est tout événement qui va être inhabituel, alors même que souvent tout se passe bien. Un patient qui se met à chuter fréquemment alors que ça n'était pas le cas. Un patient qui a l'habitude d'être levé quand on arrive à son domicile et puis qui un matin est couché
Bon, on interroge souvent dans l'interrogatoire, ah, il a pris un peu plus tard, il a décalé sa prise de somnifère et du coup ça décale. Il chute, tiens, il a décalé sa prise de somnifère aussi. Du coup, c'est sur le matin quand il faudrait être éveillé qu'il a tendance à être somnolent. Rien n'est sans risque, quoi. Tout à l'heure, je vais vous présenter dans les effets les plus récurrents qui peuvent survenir comme ça. Ben, il y a la chute. Il y a les vertiges, il y a les somnolences. Et en fait, c'est dans l'idée, pour repérer ça, comme je disais, il faut avoir déjà le principe du bon usage. Tout ce qui arrive n'est pas forcément associé à une mauvaise prise de médicaments, mais être éveillé au fait que ça pourrait venir de là. Donc, c'est d'identifier toutes les situations à risque et mettre les alertes. On a repéré, on ne garde pas ça pour soi. On informe le professionnel référent. Si le médecin n'est pas disponible, ben on va à sa pharmacie. Et je recommande d'ailleurs à cet effet d'avoir une pharmacie référente qui nous connaît, qui connaît nos habitudes du point de vue médicaments. Si le pharmacien n'est pas disponible, parce que ça peut arriver un dimanche, hein, il faut savoir que le 15 est là pour en support. Au bout du fil, alors il ne faut pas appeler pour tout et n'importe quoi, mais en bout du fil, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on a toujours un médecin conseil pour nous orienter un peu en attendant le jour ouvré du lundi, quoi. Donc, promouvoir la coordination pluridisciplinaire, ça c'est vraiment pour nous les professionnels, c'est communiquer, collaborer, l'infirmier, vraiment une communication interprofessionnelle, mais une communication intraprofessionnelle aussi, d'infirmier à infirmier, d'infirmier à médecin, médecin à pharmacien, tout ça, ça peut se faire. Et donc du coup, toute cette collaboration, tout ce parcours va permettre, tiens, là, j'ai pas eu de surveillance en lien avec telle thérapeutique. L'infirmière va remonter au médecin. J'ai pas eu telle autre surveillance. Vous-même, vous remontez au médecin et au moins, il adapte le suivi, quoi. Pardon. Donc, dans cette collaboration, dans ce traitement, dans cette prise en charge, chacun de nous a un rôle à jouer. Alors, j'ai fait apparaître le médecin parce que c'est lui qui prescrit. Aujourd'hui, la tendance aux prescriptions manuscrites, on a laissé un peu ça de côté parce qu'elles étaient énormément facteurs d'erreur, quoi, source d'erreur. On ne sait pas s'il a écrit un comprimé ou un demi-comprimé. Les écritures des médecins, je n'apprends rien à personne là-dessus. Elles sont souvent très illisibles, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils ont énormément de logiciels pour leur permettre de limiter ces erreurs de prescription. Le pharmacien, alors, que je reviens dessus, c'est vraiment un outil que d'avoir une pharmacie référente, parce que celle-là, elle arrive à repérer s'il y a eu des modifications. Dans notre pharmacie référente, il faut savoir, je l'ai surligné, on peut se faire ouvrir un dossier pharmaceutique ou un bilan, ou alors prendre une consultation pour avoir un bilan de médication. Le bilan de médication, c'est le pharmacien qui le fait. En fait, vous lui apportez un jour toutes vos ordonnances, il fait le point avec vous de vos ordonnances et puis il vous explique, il vous redonne l'information là-dessus, il vous explique ce qui peut interagir, il arrive à repérer justement s'il y a des doublons. On conseille également aux gens de ravitailler, par exemple, l'outil Mon Espace de Santé. Avant, ça s'appelait le dossier médical partagé. Il faut pas hésiter à le nourrir. C'est nous qui le nourrissons, hein. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dessus. Les spécialistes qu'on voit, cardiologues, endocrinologues, et ça permet en fait de communier et puis de conjuguer toutes les prescriptions qu'on a, quoi, et d'éviter que le psychiatre fasse sa prescription, puis que ce soit redonné à côté par le médecin rhumatologue. Ça me fait penser comme ça au paracétamol. Très souvent, chaque traitant arrive à prescrire facilement ça. Ah, docteur, j'ai souvent des douleurs, le rhumatologue va le prescrire, le cardiologue va le prescrire. Et on se retrouve à avoir
plusieurs fois comme ça la même molécule. Donc le pharmacien a son rôle. J'ai parlé de mon espace santé. Autrefois, ça s'appelait le dossier médical. Et sur une autre carte vitale, on avait une petite vignette qui permettait de reconnaître si on l'avait créé, ce dossier. Aujourd'hui, c'est mon espace santé. Ça, c'est plutôt numérique. Normalement, chacun de nous a reçu l'écho de... Ça date déjà, pour valider l'ouverture de ce dossier médical numérique. C'est un gros avantage parce que en cas de déplacement, enfin, tout le monde ne sort pas souvent avec sa carte vitale ou avec ses ordonnances, quoi. Mais quand vous avez ouvert un truc comme ça avec vos noms et vos identifiants, on arrive à voir qui est-ce que vous avez comme spécialiste et donc du coup à voir quelle est votre histoire médicale. On arrive à voir un peu quels sont les... s'il y a des allergies, ça peut être inscrit si vous avez nourri votre dossier. On arrive à nourrir tout ça et puis à vous prendre plus facilement en charge. Le rôle des infirmiers, moi en tant qu'infirmière, j'ai fait un beau petit laïus là-dessus. Voilà, c'est un rôle clé, quoi, un rôle clé. La proximité avec le patient, c'est souvent nous qui le voit en premier, mais pas que nous, il y a des aides-soignants en domicile. C'est souvent nous qui le voit en premier. Nous, les infirmiers, on arrive à faire le lien avec les autres professionnels de santé. On aide à mettre en œuvre les prescriptions comme il se doit. À domicile, on s'aide souvent du pilulier, quoi, du pilulier. Alors, moi, j'ai une pratique. À domicile, je ne fais pas tout pour le patient. Quand il peut faire, je le laisse faire. L'idée, c'est qu'il reste autonome. Mais c'est ensemble qu'on lui montre, voilà, tel médicament, c'est pour ça. Ça fait que le jour où l'infirmière a rempli, parce que l'erreur est humaine, a rempli en omettant un médicament, lui sait repérer que, là, il m'en manque un tel. Et donc, ensemble, on revoit un peu ce qu'il faut, quoi. Le pilulier, ça aide aussi en situation de déplacement. C'est une bonne aide pour ne pas oublier les médicaments. Donc, l'infirmière va renforcer auprès les compétences du patient, échanger avec lui, échanger avec la famille. Et souvent, l'entourage n'est pas compréhensif ou alors l'entourage veut être trop aidant. On a toutes les situations à domicile. Mais il est question justement de mettre en place un suivi dans lequel tout le monde va se retrouver et en premier lieu, le patient. Donc, de faire le lien également avec tous les autres professionnels de santé, mais aussi les professionnels qui interviennent parfois au domicile du patient, les aides à domicile, ça ce sont des aides sur lesquelles les infirmiers s'appuient. Et donc nous, ce qu'on évite de faire, c'est de négliger ce que rapporte le patient comme effet indésirable. Voilà, il faut toujours entendre toute plainte. Est-ce qu'elle est récurrente? Surtout quand c'est inhabituel, ça doit alerter tout de suite. Il ne faut pas tomber dans l'habitude. Il ne faut pas... Voilà, c'est souvent ça. Et non, on a des patients qu'on a commencé à prendre en charge qui étaient autonomes, pleinement conscients de ce qu'ils faisaient. Et puis, les erreurs sur le médicament nous permettent souvent de nous rendre compte que, le déclin intellectuel se fait, il oublie plus, voilà, et on remonte ça souvent aux médecins, quoi. Donc, tout événement intercurrent, tout événement inhabituel qui arrive n'est pas forcément lié à l'erreur médicamenteuse, mais il ne faut pas négliger de penser que le vertige de ce matin peut être lié au mauvais usage, à l'usage inapproprié d'un médicament, quoi. Voilà, donc toute nouvelle plainte, la fatigue inhabituelle, il n'est pas souvent fatigué quand vous le voyez, la confusion inhabituelle, les chutes, il n'y en avait pas avant, il n'y a pas de risque physique qui le prédispose à chuter. Voilà, il faut y penser. Et la concertation avec les autres professionnels, ça j'en ai parlé. Et puis le patient au centre, c'est de discuter avec lui, renforcer ses compétences. On ne parle pas de médicaments rouges, bleus, jaunes, mais de mon comprimé de mon comprimé de ci ou de ça, quoi. Donc voilà un peu.
Ensuite, concrètement, voilà, j'ai posé ces généralités. Je vais vous parler un peu de comment ça se passe. Moi, je fais pas mal d'ateliers auprès de personnes d'un certain âge, à partir de 65 ans, pour les sensibiliser justement à cette thématique des effets indésirables liés aux médicaments. Et donc, les ateliers, en général, c'est organisé par des associations ou bien par les communes. On se retrouve de 8 à 10 personnes et là, après un tour de salle, chacun fait ressortir un peu les attentes qu'il a de l'atelier, quoi. Et en général, j'ai pu me rendre compte, il y a qui sont venus là, c'est de la découverte, et il y a des thématiques très très récurrentes qui reviennent. Les médicaments et puis les génériques, les médicaments et l'alimentation. Donc, on va échanger et discuter. Voilà, on pose la question, on réagit. Je rappelle toujours que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne, mais j'ai déjà une expérience de terrain qui me donne, et puis des connaissances en tant qu'infirmière, qui me donnent de pouvoir réagir et rebondir quand il y a un souci, quoi. Après, comme je dis, l'instance de la collaboration, la notion de collaboration fait qu'on arrive à dire aujourd'hui, on va passer le coup de fil et puis on vous apportera la réponse. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc voilà. Chez les personnes âgées, savoir que c'est quelque chose de très, 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 très présent, le risque d'interaction médicamenteuse, et on peut les éviter. C'est la première cause d'hospitalisation, finalement, chez les personnes âgées, quoi. Donc, l'une des thématiques, comme je disais, qui revient souvent, c'est l'usage du générique. Ça soulève énormément, ça suscite beaucoup de questions. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Oui, ça n'agit pas comme un tel médicament que je prenais. Mais moi, je suis pro-générique. C'est d'une sécurité énorme. Là, par exemple, c'est l'hiver, et avec l'hiver, les maux d'hiver comme la grippe, la gastro. Si je prends l'exemple de la grippe, avant, on pouvait avoir accès en vente libre de certains médicaments pour le rhume, comme Humex, Actifed, je pense que vous en avez, Dolirum, voilà. Ces médicaments-là, l'Actifed, par exemple, c'est une association de médicaments. Dans l'Actifed, c'est le paracétamol plus une molécule, je ne vais pas donner son nom, qui permet d'éviter de trop éternuer. Donc, ça s'appelle Actifed, mais dans le générique, on voit apparaître paracétamol. Sauf que souvent, les personnes à domicile, pour d'autres raisons, prennent déjà le paracétamol. Elles vont se ravitailler en pharmacie sans signaler qu'elles ont déjà un usage habituel du paracétamol. Et donc, c'est comme ça que facilement, on se retrouve avec le risque de surdosage et puis d'erreur, quoi. Mais heureusement, je pense que c'est depuis hier, on a interdit la vente libre de ces médicaments. C'est des médicaments, si vraiment vous en avez besoin, il vous faudra présenter une ordonnance maintenant. Donc, c'est le cas le paracétamol. Il y en a qui vont vous dire « Ah non, 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 moi je prends habituellement le Doliprane, je ne prends que l'Efferalgan, je prends que le Dafalgan. Non, l'Efferalgan n'agit pas sur moi. » Et pourtant, tout ça, c'est le paracétamol. C'est le paracétamol. Et vraiment, l'usage du générique, pour moi, est d'un intérêt double. Ça évite les risques d'erreur en termes de surdosage, mais ça permet à tous les autres praticiens de voir tout de suite dans une molécule ce qu'il y a déjà et d'éviter les prescriptions doubles. Donc, une fois de plus, l'éducation du patient. Pourquoi est-ce que je prends tel médicament? J'ai fait exemple, le générique, par exemple, du Lasix, c'est le furosémide. Le furosémide est souvent très associé, est souvent très... comment on va dire ça? C'est une molécule qu'on rajoute à d'autres médicaments, à d'autres molécules dans le cas de l'hypertension artérielle. Donc ça, pareil, quand on voit la boîte et qu'on sait qu'il y a déjà furosémide plus l'antihypertenseur, ça évite de prescrire en plus un diurétique à côté. Donc ça, vraiment, je suis pro-générique. Je ne travaille pour aucun laboratoire. Il n'y a aucun conflit d'intérêt quand je parle de ça. Mais c'est vraiment pour l'intérêt sécuritaire qu'il y a que j'en parle, quoi.
Voilà, donc on rappelle, mais bien sûr que le médicament, c'est cette molécule-là qui permet de prévenir, mais de guérir aussi. Prévention, le vaccin est un médicament. Les comprimés classiques, c'est un médicament. Les thérapies géniques qu'on a aujourd'hui, ce sont des médicaments. Et les médicaments peuvent avoir plusieurs formes. C'est ce que j'ai écrit galénique, mais c'est forme galénique. Voilà, c'est un patch, un colis, une pommade, c'est un médicament. Et donc, quand on dit instiller une goutte dans l'œil, c'est une goutte. J'ai une patiente comme ça qui avait été opérée qui avait été opérée, c'était pas la cataracte, j'oublie. Elle aimait bien qu'on presse tout le tube. Je dis, ben non. Vous savez, votre canal lacrymal, c'est un petit trou comme ça. Vous aurez mettre tout l'excédent du tube, ça va déborder, ça va couler. Déjà, vous ne le recevrez pas en entier. Et puis, c'est pas une goutte, c'est une goutte. Une goutte dans l'œil gauche, c'est une goutte dans l'œil gauche. Ce n'est pas, ah, ça fait du bien à mon œil gauche, je vais en mettre dans l'œil droit. Non, c'est une goutte. Vraiment respecter juste le principe du bon usage. Les pommades, c'est pareil. Application d'Arnigel 2 fois par jour, c'est 2 fois par jour. C'est pas parce que ça m'a soulagé que le matin, que à midi j'en mets, à 16h jamais. C'est vraiment de respecter la prescription, quoi. 2 fois par jour, c'est 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, c'est ça. Donc c'est vraiment de respecter. Et il y a des médicaments où rigoureusement le médecin marque 8h, 20h. 8h, c'est 8h et 20h, c'est 20h. C'est pas, ah, je vais décaler mon 20h à 22h, parce que non, il y a déjà la durée entre les deux prises qu'il faut respecter. C'est énormément de facteurs sur lesquels il faut agir, quoi. Et quand on n'est pas en accord avec une forme, il ne faut pas hésiter à remonter à son médecin, parce que, comme je dis, il y a des substituts. Parfois on a peine à avaler les comprimés parce que c'est gros, voilà. Soit on va nous donner des comprimés sécables qu'on peut diviser, soit on va nous donner la forme en poudre qu'on peut diluer, mais en tout cas il y a toujours le moyen de trouver la forme galénique qui sera adaptée à nos comportements et finalement qui va permettre qu'on adhère à notre traitement. N'arrêtez jamais tout seul dans votre coin la prise d'un médicament sans dire. Il faut faire remonter, dire au médecin pourquoi ce médicament-là ne nous convient pas. Il y a toujours des façons de trouver le substitut. Voilà, donc ça, on en a parlé. L'usage d'un médicament, c'est pas anodin. Donc il y a des usages inappropriés parce que par excès, parce que de façon inadaptée, parce que en sous-excès. Ah non, souvent par nous-mêmes on décide que j'ai déjà trop de médicaments, je ne prends pas ça. Mais je veux dire, quand on a prescrit, c'est vraiment qu'il y avait une indication. Et donc, on n'arrête pas tout seul comme ça une prise de médicaments. On rediscute avec le prescripteur, on lui dit pourquoi ça ne va pas, et le prescripteur réévalue toujours. Il prend en compte notre âge, il prend en compte, avant ça allait très bien, on n'avait pas de tension, il va rajouter. Il prend en compte le fait que le médicament pour le cholestérol qu'il avait mis en place, on a une hygiène de vie qui fait que notre taux de cholestérol, ils entendent. Le tout, c'est à nous de faire remonter finalement. Oui, une petite diapo comme ça sur médicaments et alimentation, parce que il faut pas hésiter quand on va à la pharmacie à demander. Ils sont là pour nous apporter le conseil. Est-ce qu'il y a des précautions particulières? Ça passe par une question. Est-ce qu'il y a des précautions particulières avec tel médicament? Et ça, ils vous le disent. Les médicaments comme ça qui demandent souvent des précautions particulières du point de vue alimentation, les AVK, c'est le Coumadine, Préviscan, enfin, on en a souvent pour éviter le risque thromboembolique, quoi. Bien sûr, l'alcool n'aime pas les médicaments, voilà, donc ça, une petite alerte dessus. Quand on prend du fer, il faut faire attention à la prise de thé qui a tendance à diminuer l'absorption du fer. Les gens qui sont souvent sur fer, on leur dit prenez à distance de votre petit déjeuner, simplement parce que le thé peut inactiver l'absorption du fer. Et puis, qu'est-ce qui revient souvent? Oui, la réglisse. La réglisse, ça, c'est un médicament, c'est un aliment
qui est riche c'est riche en hypertenseurs. Et donc, attention à se soigner de l'hypertension artérielle et puis d'absorber de la réglisse à côté. Ce sera un peu faire comme +1, -1, quoi. Alors, c'est pas parce que rien n'est proscrit dans le cadre de l'alimentation. Aujourd'hui, il n'y a plus de régime strictement sans sel, strictement sans... Voilà, c'est vraiment d'avoir la consommation appropriée, adaptée, les quantités qu'il faut. L'AVK, par exemple, et les aliments riches en vitamine K, les aliments riches en vitamine K, c'est tout ce qui est chou et puis les cousins, là, le brocoli, le chou-fleur. On peut en manger, mais c'est d'éviter, si on avait une consommation très fréquente dans la semaine, c'est de la réduire à 1 fois semaine, 2 fois semaine. C'est vraiment tout d'être dans l'équilibre et de ne pas se retrouver frustré dans cette gestion-là de ces médicaments. Alors, le pamplemousse et les statines, ouais. Le pamplemousse augmenterait en fait l'absorption de... Les statines, c'est tous les médicaments qui agissent un peu sur le cholestérol. Le pamplemousse potentialiserait leur effet dans le corps, quoi. Voilà. C'est pas une prise, c'est pas au cours d'un repas en consommant son pamplemousse qu'on va déséquilibrer son traitement, mais le tout, c'est de se dire que si le pamplemousse était notre fruit préféré, on va éviter de le consommer justement fréquemment au risque de déséquilibrer ça. Donc les signaux d'alerte, ma foi, je vous les ai donnés, c'est reconnaître les vertiges, les saignements, les malaises, la confusion, les réactions cutanées. Mais je dis bien que pour repérer que c'est un signal d'alerte, pour repérer que c'est lié à la prise de médicaments qu'on a fait, il faut déjà avoir le principe du bon usage. Voilà, il faut être certain que j'avais pris mon médicament à 8 heures, comme ça m'avait été dit. Je le prends souvent à 8 heures, il n'y a rien. Et puis ce matin, il est apparu telle réaction cutanée, tel trouble digestif. Voilà, c'est toujours de rapporter et de ne pas banaliser. Les effets indésirables, en général, il ne faut pas hésiter à rapporter ça à la pharmacie parce qu'elle recueille, les pharmacies, nos pharmaciens, recueillent un peu et recensent l'ensemble des effets indésirables rapportés par les patients. Il faut savoir que les ordonnances sont constituées par tout ce que les patients rapportent. Et d'ailleurs, en parlant d'ordonnance, j'attire l'attention sur le savoir lire une ordonnance. C'est pas parce qu'il est marqué possibilité d'avoir des céphalées, de ceci, qu'on le fera. C'est pas parce qu'il apparaît dans les effets indésirables. C'est des effets indésirables possibles, mais c'est pas parce que c'est marqué qu'on le fera, quoi. Voilà, donc en gros, s'il y a quelque chose à retenir, c'est d'être acteur de sa santé. Voilà. Aujourd'hui, on a les outils, on a la façon de pouvoir faire, il faut discuter. Et après, je sais qu'il y a des personnes qui sont complètement dépendantes et pour qui on fait tout. Mais quand il y a un souci, c'est repérer et donner l'alerte aux professionnels adaptés. Est-ce que ma voisine de chambre, c'est la ressource adaptée? Je ne pense pas. Est-ce que mon enfant peut être de bons conseils, mais s'il n'est pas médecin, je ne pense pas que ce soit la ressource adaptée. C'est un peu ça, quoi. Donc, faire remonter aux professionnels de santé qu'ils font. Voilà, moi j'ai marqué ça, c'est une diapo propre. Les éléments de suivi, l'intérêt du nom générique, vraiment je trouve que c'est sécuritaire. Éviter toutes les situations à risque, c'est les automédications. Il faut toujours se faire accompagner. À la pharmacie, il n'est pas interdit de prendre les médicaments en vente libre, mais il faut rapporter déjà ce qu'on prend habituellement, en parler de ce qu'on a déjà sur nos ordonnances classiques. D'où l'idée d'avoir une pharmacie référente, parce que même si on n'est pas allé se ravitailler avec son ordonnance, ils savent voir Madame S, non, ce médicament ne vous conviendra pas parce que vous prenez déjà ça, ou alors attention, vous avez déjà ceci dans votre traitement habituel et ça ne va pas, quoi. L'intérêt de réévaluer le traitement. Pourquoi il faut alerter? Parce que
Voilà, il y a cette notion d'âge, par exemple. On prend de l'âge, le comprimé entier qu'on pouvait prendre il y a 5 ans peut se retrouver un peu trop important pour nous. Donc, le médecin va décider de passer à une moitié de comprimé. Mais tout ça, ça passe par une évaluation clinique et biologique. Il nous connaît, il connaît les maladies qu'on va présenter et puis il va adapter finalement au bilan biologique et puis au suivi clinique qu'il fait de nous. Voilà, comment gérer les effets indésirables. Commencer par bien respecter sa prise de médicaments, respecter les horaires, respecter les modalités de prise, c'est ce que je disais. Un comprimé le matin, c'est un comprimé le matin. C'est pas, je déplace mon comprimé du matin à midi. Non, parce que ça agit et puis ça décale les autres prises. Et ça, voilà quoi. Et puis, il faut savoir qu'en général, nous, on conseille, quand il y a une prise de médicament qui a été omise, il ne faut pas, comment on veut dire, on ne rattrape pas une prise de médicament omise. Si le traitement du matin, on ne l'a pas pris, il faut laisser tomber, ça dépend. De 8h à 10h, on peut encore. Mais à 14h, on ne se souvient pas d'un coup qu'on n'a pas pris son traitement le matin et on essaye de le prendre. Non, on laisse et le lendemain matin, on reprend convenablement l'habitude comme il se devait. Voilà les professionnels adaptés. Je refais cette diapositive. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Dans certains centres ruraux, il y a les centres d'examen de santé ou bien tous les autres dispositifs d'aide et de coordination qu'il y a, quoi. Il ne faut pas hésiter à véritablement... Et puis j'ai parlé du 15 tout à l'heure. C'est une ressource qu'on a aussi. La Haute Autorité de Santé a établi un outil qui permet de repérer est-ce qu'on peut être une personne à risque ou pas. Et vous allez voir que ça va très vite parce qu'il suffit par exemple de répondre oui à une de ces questions pour être à risque. Donc, être à risque, un patient qui a déjà au moins 2 maladies chroniques, c'est être, par exemple, avoir un problème cardiovasculaire, un problème de tension, voilà, 2 maladies chroniques évolutive. Il faut avoir au moins 10 prises de médicaments, mais attention, 10 prises de médicaments incluant l'automédication, ça c'est un facteur de risque, ou alors 5 médicaments dont un diurétique. Quand on prend déjà un diurétique, ma foi, on est à risque, ou un anticoagulant. Donc il y a ce petit questionnaire à remplir, on peut le remplir soi et puis voir est-ce qu'on est à risque ou pas. Et si on s'estime à risque, on peut faire comme ça un bilan avec son pharmacien, voire avec son médecin, quoi. Voilà, je termine sur cette diapositive, c'est l'actualité, hein. Je ne sais pas si vous avez écouté, la Sécurité sociale a déployé ce slogan-là. Le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. J'avais commencé un peu avec un médicament, c'est pas un bonbon. Vous voyez, effectivement, le médicament n'est pas là pour nous nuire, c'est là pour nous aider. Mais je finis avec le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Il peut arriver qu'on rentre chez son médecin et qu'il ne fasse pas de prescription. Ça, il faut l'entendre et il faut l'accepter. Voilà, il sait pourquoi il ne fait pas de prescription. Parfois, il suffit de corriger un comportement pour que les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Et donc, gardons à l'esprit quand même que c'est 10 000 décès par an, les effets indésirables liés aux médicaments, que ce sont des effets évitables. Et voilà, quoi, une consultation médicale ne doit pas se solder forcément par une prescription de médicaments. Et puis, merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Vous avez une question ? Merci. Il y a des médecins qui prescrivent sur ordonnance de surtout pas donner de médicaments génériques. Enfin, un médicament générique. Pour quelle raison ? Je l'ai vécu. Oui, je vois ça. Sur certaines ordonnances, il apparaît le mot non substituable. Oui. De moins en moins, ça se fait. Ça, c'est à une époque où il n'y avait pas encore de recul sur les génériques d'une molécule précise. Hein. Voilà, mais de moins en moins, ça se fait ça. Vous savez, quand on parle d'éducation, c'est chacun de nous, chacun en fonction de ses sensibilités.
Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec le médicament pour vous dire que le Covid long, par exemple, le Covid long, c'est des symptômes, des séquelles qu'on garde après avoir fait le Covid. Il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas encore dans l'acceptation de ce que ce soit une pathologie qui existe. C'est comme pour dire que votre médecin, s'il n'est pas, je ne dis pas qu'il est mauvais traitant, ça c'est pas mon discours, s'il n'est pas persuadé par l'efficacité du générique, il aura tendance à marquer ça. Mais de moins en moins vraiment, ça s'est réduit. À une époque, on le voyait, mais même les pharmacies aujourd'hui ne délivrent plus du non substituable parce qu'on fait finalement avec les stocks qu'on a et puis les fabrications, quoi. Mm-hmm. Non, ça se fait, mais en termes de fréquence, ça va être un cas sur je ne sais pas combien, mais ça se fait encore et c'est très praticien dépendant, quoi. Après, les pharmaciens ne sont pas obligés de mettre Pardon, j'ai le soleil. Les pharmaciens, même si on marque une contre-indication formelle, les pharmaciens ils sont tenus de mettre le générique. Sinon, il faut payer la différence. Oui, c'est ça pour l'usage des génériques, oui. Est-ce qu'il y a une autre interrogation? Si c'est tout bon, merci à tous.